Merci à vous tous de rester branchés sur CML pour nous suivre en tout moment. Tout au long de cette émission, pour ces derniers numéros, nous allons revenir sur cette question du changement ou de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo, la priorité ou bien l'importance du changement ou encore de la révision. Ça fait débat aujourd'hui. Si le président de la République Félix continue dans cette idée, l'opposition refuse. Est-ce que ce changement ou la révision est-il important aujourd'hui, pourrait permettre à la République démocratique du Congo de se développer? On en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur l'organisation des États généraux de la justice qui a été organisée récemment par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Toutes ces questions, on en parle avec Maître Trésor Likonza. Il est juriste, mais aussi écrivain, auteur de plusieurs livres qu'on a abordés sur ces plateaux de CML, des livres justement qui abordent des questions journalistiques, des questions liées à du journaliste, mais lui qui s'intéresse à ces domaines. Maître Trésor, bonsoir et bienvenue. Merci, salut à tout le monde. Alors Maître Trésor, d'entrée de jeu, on va commencer avec les États généraux de la justice. Vous allez donner votre avis général sur l'organisation des États généraux de la justice en République démocratique du Congo, parce qu'on parle d'une justice malade. Le président Tshisekedi l'avait affirmé l'autre fois. On peut affirmer aujourd'hui qu'après ces états généraux, les conclusions pourront permettre à la justice congolaise d'être équitable et puis d'évoluer cette fois-ci. Bon, d'abord, je félicite les ministres d'État, ministre de la Justice, pour l'initiative et surtout le président de la République qui avait bien voulu accepter cette proposition d'organisation des États généraux de la justice. J'ose croire que ça devait être les 9e ou 10e états généraux de la justice, parce que je crois le 8e avait il y a peut-être 9 ans passé. À l'époque de Kabila. Oui, ça doit faire 9 ans les derniers états généraux avant de vivre ce que nous venons de vivre sous le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc c'était une occasion pour toute la République de réfléchir, parce que à suivre le déroulement, les participants étaient venus de toutes les provinces et des différents domaines liés à la justice. Et donc cette façon de faire a permis, j'ose croire, à toutes les couches de la population congolaise de s'exprimer, parce que ça avait pris également un peu de jours, presque une semaine entière. Des têtes étaient là en train de réfléchir, experts, acteurs, pratiquants, enseignants, religieux. En tout cas, il y avait tout le monde, toutes les couches sociales étaient représentées. Et c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Et si je dois faire ma lecture générale comme vous avez demandé, moi je pense que l'issue de ces états généraux est d'une importance capitale pour notre pays et surtout pour une bonne thérapie de la justice congolaise. Nous pouvons espérer. Espérer pourquoi? Parce que les résolutions issues de ces états généraux ont été agréables. En suivant les débats, chacun s'est exprimé librement et du fond de son cœur. Et on a tout dit sauf rien. Et je pense que ce qui reste à faire maintenant, c'est de mettre en application toutes les recommandations. Même si on ne doit pas mettre toutes les recommandations en application au même moment, mais que ça commence. Parce qu'on a déjà commencé à faire changer les choses et que maintenant tout le monde a pris part à ces rendez-vous. Nous devons tous mettre la main dans la pâte pour changer les choses. Et la bonne manière de changer les choses, c'est de mettre en application les résolutions de ces états généraux. N'avez-vous pas peur qu'on puisse faire la main en culpa, parce que ce n'est pas le premier qu'on a organisé dans ce pays? Vous l'avez souligné au rythme de cette émission. Il y avait aussi des recommandations, voulais-je dire, qui malheureusement n'ont pas été mises en exergue ou bien en application. Et aujourd'hui, ça nous a fait qu'aujourd'hui, les gens sont venus, ils ont proposé. La grande question, est-ce que l'actuel ministre, ensemble avec le gouvernement, seront capables de mettre en application, comme lui-même, le
ministre a parlé d'une justice malade, qu'il faudra qu'on puisse l'appliquer cette thérapie, une thérapie forte, question de la guérir. Est-ce que cette thérapie-là, à travers les différentes propositions, pensez-vous, c'est forte et aujourd'hui ça peut faire décoller notre justice? Les journalistes, vous l'êtes aussi, ont l'habitude de dire, peut-être à la fin de certaines informations, affaire à suivre. Et c'est là aussi qu'il y a un problème, les suivis. Vous voyez? Et c'est le problème que connaît notre pays. On s'est réunis, on réfléchit, on fait des propositions, des résolutions, on met même en place des commissions de suivi, des recommandations, des propositions, mais en fin de compte, aucune de ces propositions, de ces recommandations ne sont appliquées. Et récemment, on a connu les états généraux de la communication et des médias. Où sommes-nous avec toutes ces recommandations, toutes les résolutions? On en parlait d'ailleurs l'autre fois ici avec... Mais voilà, donc c'est le même problème. Et c'est au niveau des suivis qu'on doit juger chaque responsable, chaque autorité. Vous avez pris l'initiative de soumettre tous les pays à l'organisation des états généraux. Et vous-même, après les états généraux, vous laissez les résolutions comme ça, sans faire le suivi. Vous devez suivre. Parce que l'échec, si je veux le dire, l'échec du ministre de la Justice, c'est après les états généraux. Il n'a pas gagné. En organisant les états généraux, il n'a pas gagné. S'il veut gagner ce combat, c'est à partir de l'application des résolutions, de la mise en œuvre des propositions, des recommandations faites. Et il a intérêt à suivre cela, à faire les suivis. Et les suivis nécessitent aussi des moyens. Je crois que dans le budget, la part de la justice est très importante. Et il doit tenir compte de l'aspect suivi de la mise en œuvre des résolutions des états généraux de la justice. Parce que c'est lui qui a voulu cela. Donc, tous les yeux sont maintenant braqués sur les ministres de la justice en termes de la mise en œuvre des résolutions. C'est un peu ça. Pas seulement lui. Est-ce que les yeux doivent rester auprès de lui alors qu'il y a d'autres acteurs majeurs qui sont là aussi, qui sont importantissimes pour mettre bien, pour surveiller toutes ces recommandations, ces mesures prises lors de ces états généraux? Ça dépend de la politique. Si les acteurs politiques n'ont pas la volonté et les autres magistrats, avocats, parce que là on avait invité également les bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre et des barreaux. On a invité beaucoup de professeurs d'université, professeurs de droit, les chefs religieux. Mais parmi tous ces gens-là, qui peut faire les suivis plus que le ministre de la Justice? Qui peut mettre les moyens plus que le ministre de la Justice? C'est à lui. Qui peut aller au conseil des ministres pour dire qu'on a besoin de ça pour la mise en œuvre de telle résolution ou telle autre? Ce n'est pas un chef religieux, c'est le ministre de la Justice. Certainement, vous avez une idée sur ces recommandations, ces conclusions, mais pour vous, parmi ces dernières, quelles sont les recommandations aujourd'hui qu'on doit commencer à mettre avec beaucoup de rapidité? Est-ce qu'au niveau de la prise en charge des magistrats, parce que vous avez suivi les interventions des uns et des autres, les autres qui parlaient de la mauvaise condition sociale des magistrats, les uns qui parlaient de l'implication des politiques dans certains dossiers judiciaires qui ne permet pas à la justice congolaise de décoller? Je pense que le plus important de tout ce qu'on a fait là-bas réside au panel Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire à la gestion du pouvoir judiciaire, parce qu'il y avait un panel comme ça où on devait réfléchir sur la gestion du pouvoir judiciaire. C'est là qu'il y a tous les problèmes. Si on arrive à bien gérer le pouvoir judiciaire, tous les autres problèmes seront réglés. Les gérer de quelle manière? Mais voilà, depuis la promulgation ou l'entrée en vigueur de la constitution actuelle, notre pays
la justice congolaise, le pouvoir judiciaire est placé sous la gestion du Conseil supérieur de la magistrature. Et ce Conseil supérieur de la magistrature a été au centre des discussions lors des États généraux. Il y a eu des courants opposés. Un courant a proposé la mise en place d'un nouvel organe en remplacement du Conseil supérieur de la magistrature plutôt. Et l'organe proposé, c'est le Conseil supérieur de la justice en lieu et place du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que ce courant a fait voir brillamment que la justice ne concerne pas que les magistrats. Et donc la justice, c'est les magistrats, c'est les gouvernements à travers les ministres de la justice, c'est les barreaux. Là, je vois les avocats. La justice, c'est aussi les greffiers, ceux qui écrivent lorsque les juges, les magistrats statuent. La justice, c'est aussi les huissiers de justice. La justice, c'est aussi les officiers de police judiciaire, OPJ. La justice, c'est aussi les inspecteurs des parquets. La justice, ce n'est pas seulement que des magistrats. Et si le pouvoir judiciaire doit être géré seulement par un organe dénommé Conseil supérieur de la magistrature, où l'on ne trouve que des magistrats, donc les magistrats ne seront là que pour traiter de leurs propres problèmes à eux. Et s'il y a des soucis, soit des accusations pour sanctionner tel ou tel magistrat, ça arrive au Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats ont tendance à se protéger. Les loups ne se mangent pas entre eux, vous avez déjà entendu parler de ça. C'est ainsi que ce qu'on appelle brebis galeuses au sein de la magistrature sont toujours là. Parce qu'ils sont des magistrats et leurs cas, leurs dossiers sont traités au sein du Conseil supérieur de la magistrature, dans votre propre maison. Un autre papa vient dire à votre papa de vous sanctionner. Vous voyez un peu ça. Même si vous êtes fautif, mais votre papa, votre père, il ne va pas le faire en présence d'un autre père, d'un autre papa. Même si c'est son ami. Il va vous protéger d'abord. Vous voyez, il ne va pas vous fragiliser devant les étrangers. C'est un peu ça. C'est ainsi que ce courant-là a proposé plutôt la mise en place du Conseil supérieur de la justice en remplacement du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que ce conseil-là qui a existé depuis doit être supprimé. Et un autre courant est venu dire non, il faut maintenir le Conseil supérieur de la magistrature, mais créer un autre organe à côté du Conseil supérieur de la magistrature. Et on a parlé du Haut Conseil de la justice. Cela veut dire qu'on a essayé d'imiter notre côté du barreau, où il y a des conseils de l'ordre. On a dit, bon, le Conseil supérieur de la magistrature reste. Et à côté, on met en place un autre organe qu'on appelle Haut Conseil de la justice. Et là, on doit regrouper tous les acteurs. L'organe doit être présidé par, bon, si vous voulez, le président de la République. Le ministre de la Justice doit être membre. Ce sont des propositions faites. Et maintenant, nous sommes en face de 3 propositions. Conseil supérieur de la justice, maintien du Conseil supérieur de la magistrature, mais créer à côté un haut conseil de la justice, tout ça, c'est des questions à régler au moment de la mise en œuvre des résolutions. Et si on doit s'atteler à ça, si on doit vraiment s'atteler à ça, il y aura des incidences sur la Constitution. Et vous le savez, depuis tout le monde, ou presque tous les Congolais, en commençant par le président de la République, a fustigé la manière dont la justice est administrée. Que ce soit les acteurs politiques du pouvoir et ceux de l'opposition.
personne n'est d'accord avec la manière dont la justice est administrée. Et maintenant, nous sommes devant un fait accompli. Seulement pour cette proposition liée au Conseil supérieur de la magistrature. Mettre en place un Conseil supérieur de la justice ou créer un haut Conseil de la justice, tout ça a des incidences sur la Constitution. Cela veut dire que les succès des États généraux de la justice tenus récemment se mesurent par la révision constitutionnelle. Dans ce cas, voilà. J'en profite parce que votre manière d'aborder les choses, vous nous jetez directement dans ce débat sur la révision, les changements ou encore la modification de la Constitution. Vous parlez ici de la révision de la Constitution. Ça veut dire si il faut qu'on révise la Constitution, ça doit être avec des articles bien précis. Par exemple, comme vous l'avez bien évoqué, ces états généraux de la justice, pour qu'on puisse avoir des résultats escomptés liés à ces états généraux, est-ce que vous êtes du côté des gens qui pensent qu'il faut changer ou bien il faut tout simplement modifier certains articles de cette Constitution? Bon, moi je pense que d'abord dans l'hypothèse des états généraux de la justice, wow, ça ne peut pas connaître du succès si on ne touche pas à la Constitution. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature est prévu par la Constitution. Pour les supprimer, si on doit les supprimer réellement, donc on doit réviser la Constitution. Pour supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et créer ou intégrer, insérer le Conseil supérieur de la justice ou bien le Haut Conseil de la justice. Donc le débat constitutionnel est là. Vous voyez? Le débat est là. Et si tout le monde, tous les Congolais sont d'accord, sont d'avis qu'on doit modifier la manière d'administrer la justice congolaise, ça veut dire que tout le monde aussi doit être d'accord pour la révision constitutionnelle. Parce que ça doit commencer par le Conseil supérieur de la magistrature, cet organe qui gère jusqu'à preuve du contraire le pouvoir judiciaire. Alors, par rapport à votre question, si je suis du côté de la révision constitutionnelle ou du côté du changement, vous savez, je dois d'abord vous dire, parce que le débat fait du bruit inutile d'ailleurs. Vous et moi, et ceux qui contestent la révision constitutionnelle et ceux qui soutiennent la révision constitutionnelle avons été associés à l'élaboration de cette constitution. Ça a été fait où, cette constitution? L'élaboration avait eu lieu où? Quand? Qui avait annoncé ça? Ça a été annoncé sur quels médias du Congo? Pour informer ne serait-ce que la population congolaise qu'un groupe de gens se trouve quelque part pour élaborer une nouvelle constitution ou un avant-projet de la constitution ou un projet de la constitution. Ça n'a pas été fait. Nous étions surpris d'être invités à dire oui ou non à la Constitution. Un texte qui nous a été soumis. Ça veut dire que, à des termes clairs, la Constitution actuelle est une sorte d'une constitution octroyée. Cela veut dire qu'elle a été élaborée dans un cadre très fermé, secret. Et après, on est venu imposer les textes aux Congolais. Et cette constitution n'a aucun avantage pour les Congolais. N'a aucun avantage. Vous prenez seulement l'article 10 qui parle de la nationalité. Si vous pouvez accepter une constitution qui dit qu'un Congolais d'origine, celui dont les personnes appartenaient aux groupes ethniques à l'indépendance du pays. Cela veut dire que si vos ancêtres, vos parents, vos ascendants étaient sur le sol congolais le 30 juin 1960, vous êtes d'office congolais d'origine. Bon, ok. Pour votre cas, ça peut être bon parce que
vos ancêtres, vos parents sont des Congolais réellement. Et bon, les Rwandais, les Burundais, les Soudanais, les Sud-Africains, les Français, les Belges, les Américains, dont les parents se trouvaient au Congo à l'indépendance. S'ils viennent au Congo maintenant, vous allez leur dire quoi? Qu'ils sont étrangers? Ils vont évoquer les mêmes articles 10 de la Constitution pour dire non. Preuve à l'appui. À l'indépendance du Congo, mes parents étaient ici. Je suis Congolais d'origine. Vous voyez la situation que le Congo est en train de traverser. Et surtout dans l'est du pays. Vous allez dire à quelqu'un dont les parents se trouvaient sur le sol congolais à l'indépendance, parfois ils étaient venus pour faire les négoces, vendre, faire le commerce ou bien en mariage et tout. Un Burundais dont les parents étaient ici à l'indépendance, aujourd'hui, lui a 22 ans par exemple, 23 ans, vous lui dites de rentrer au Burundi. Il va vous dire, mais écoutez, à l'indépendance, mes parents étaient ici. Vous l'arrêtez, il sort votre propre constitution. Et vous acceptez cela? Mais même et vous me demandez si moi, je peux être du côté de la révision d'une telle constitution. Dans ces cas, en suivant vos arguments, ça veut dire ce qu'il fallait faire, il faut parler plus ou moins de la révision de certaines dispositions de cette constitution au lieu de parler d'un changement. Les Congolais, parce que tous les articles de cette constitution ne sont pas mauvais quand même. Il n'y a pas que moi. Les Congolais, dans leur majorité, attendent une nouvelle constitution. Élaborée par les Congolais. Une constitution révisée ou bien l'élaboration d'une nouvelle constitution. Je pèse bien mon mot. Une nouvelle constitution élaborée par des Congolais au Congo avec des acteurs bien connus. Et je sais que X se retrouve au Palais du Peuple parce qu'il participe aux travaux de l'élaboration de la nouvelle constitution. Et je peux même lui dire quelque chose. Écoutez, n'oubliez surtout pas de glisser ça. Voyez, vous ne connaissez pas les gens qui ont élaboré la constitution. Et vous discutez autour. On connaît quelques professeurs, les professeurs Mampouya et d'autres professeurs qui sont là. Celui qui est le conseil du président aujourd'hui et le professeur Issambo, je pense, ancien doyen de la faculté du droit de l'INIKIN, il était... Non, le professeur Issambo n'est pas ancien doyen, il est doyen de la faculté. Ah, il est jusque-là doyen. Oui. Il est doyen de la faculté du droit à l'INIKIN, il est parmi ces gens qui ont élaboré cette constitution. Ça veut dire que ce sont des personnes connues. Sortez-nous les vidéos, comme dans un match de football. VAR. Mais vous n'avez pas suivi les procès Mampouya. D'ailleurs, on l'avait interviewé. Sortez-nous les vidéos des débats. Le procès Mampouya, il a répondu aux questions du France 24 dans le journal Afrique, où lui-même, on lui avait posé des questions si cette constitution... Sortez-nous les vidéos des travaux d'élaboration de la constitution et nous allons voir les visages. Comme ça, le débat sera clos. Là, comme on a sorti une vidéo qui est devenue virale, où l'ancien président, le tout récent, était en train de dire que je considère que cette constitution m'appartient. C'est ce que Kabila disait. J'ai vu la vidéo. C'est de cette manière. Faites de la même manière. Sortez-nous les vidéos des travaux d'élaboration de l'actuelle constitution. Là, et nous allons voir la crédibilité du procès Mampouya, par exemple. J'ai du respect. Parce que vous l'avez suivi au niveau des enseignements. J'ai du respect et de la considération, haute considération à tout professeur d'université. Je ne parle pas des professeurs d'université ici. Moi, je donne mon point de vue. Vous voulez nous parler des participants, des rédacteurs de la Constitution, de l'actuelle Constitution, sortez-nous les vidéos des travaux d'élaboration de la Constitution. Et nous-mêmes, chacun doit regarder, voir dans les vidéos qui était là et qui n'était pas là.
Et s'il y aura des questions à poser à ces gens-là, nous allons les approcher. Alors maintenant, pour les 6 minutes qui nous restent, parce qu'on n'a que 30 minutes, on avait 30 minutes pour essayer d'aborder ces deux thématiques, ça nous reste plus ou moins 5 minutes. Dans les 5 minutes, parce que vous parlez, vous êtes dans les mêmes ordres d'idées que le président, qu'il faut changer cette constitution. Vous pensez que les changements de la constitution actuelle pourraient apporter quelque chose de positif dans le vécu du peuple congolais et surtout en ce qui concerne le développement, mais aussi à ce qui concerne la guerre au niveau dans l'Est de la République démocratique du Congo, parce que vous avez parlé de cette problématique des nationalités, patati patata. Mais la Constitution a été révisée en 2011. Ce n'était pas sous l'actuel président de la République. Et il n'y avait pas l'agitation actuelle. Parce qu'on avait signalé, on avait bien précisé les articles de cette constitution qui a été révisée. Mais aujourd'hui, le président parle à qui on avait posé la question si on était d'accord ou pas par rapport au premier et deuxième tour de l'élection présidentielle. À qui le président Tshisekedi a-t-il posé la question quand il parle? Je l'ai suivi dire qu'il va mettre en place une commission pour étudier la question et faire des propositions. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore décrété ni la révision constitutionnelle, ni les changements. A-t-il le pouvoir de mettre une commission? L'actuelle constitution lui permet de mettre une commission. C'est lui le président de la République, chef de l'État. C'est lui. Il gère, il conduit la politique de l'État en collaboration avec le gouvernement. Donc, il a droit de réfléchir pour le bien de ces pays. S'il a donné une opinion, nous devons l'analyser, étudier tous les paramètres. Et lui-même a compris qu'il ne peut pas aller vite en besogne. Il a promis de mettre en place une commission. Moi, je l'ai suivi. Dire ça. Qu'il va mettre en place une commission pour... Voyez, c'est ce que je suis en train de dire. Quand on avait élaboré la constitution là, s'il y avait une commission, on avait annoncé ça aux Congolais. Est-ce qu'on avait annoncé? Non. Et même pour réviser en 2011, on était surpris. En 2006, on a voté le président au premier et au deuxième tour. En 2011, à un seul tour. Et en 2016, on a tenté de vouloir encore réviser la constitution. Ça n'avait pas tenu. C'est ainsi qu'on avait vécu la turbulence de ce qu'on appelait mouvement citoyen, des jeunes gens qui s'étaient levés en association des circonstances, et ça s'appelait mouvement citoyen, pour barrer la route à toute tentative de révision constitutionnelle, parce que là on n'était pas encore sûr. En 2011, on a supprimé un tour et on a laissé un seul tour. En 2016 encore, c'est que là l'intention n'est pas bonne, il faut barrer la route. Mais maintenant, nous sommes dans un moment qui est bien propice. Le temps n'est pas suspect, parce que le président a encore 4 ans devant lui. Donc il a annoncé ça dans un moment propice, pas dans un moment suspect. Il faut lui concéder cela. Ce n'est pas ce qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. C'est pas lui qui a commencé ça. C'est Augustin Kabouya, qui est secrétaire de l'IDPS, qui a commencé ces débats concernant les changements de la Constitution. C'est pourquoi même ça fait débat aujourd'hui. Hier, il était encore revenu devant la base de l'IDPS pour parler de cette histoire. Ensuite, le président a récupéré ces débats pour commencer à les faire, à sensibiliser de Kisangani, à Lubumbashi. Ensuite, la première ministre, il fallait que le président lui-même puisse commencer ces débats. Pourquoi il n'a pas fait dès l'entrée de son entrée au pouvoir au premier mandat? Il doit attendre le deuxième mandat, comme ça, à sa 6e année, pour lancer ces débats concernant les changements de la Constitution. Mais tout naturellement, même aux États-Unis, Trump ne peut rien si les démocrates refusent. Tout naturellement. Mais ici, l'opposition refuse. Macron venait de dissoudre l'Assemblée nationale et il a organisé les élections anticipées en harmonie avec sa famille politique, bien sûr. De la même façon, ici, quand l'opposition refuse... C'est ce qu'on appelle démocratie. Et ça donne... Il y a toujours des camps. D'un côté, ceux qui sont au pouvoir, et de l'autre, ceux qui ne le sont pas. Mais les deux camps doivent se mettre d'accord en suivant la façon de parler. On va conclure l'émission, mettre la façon de parler du président Tshisekedi quand il dit... Qui peut m'interdire?
ça donne l'impression, la connotation d'un dictateur, d'un fasciste ou encore d'un totalitariste qui veut faire toutes les choses partant de sa volonté sans pourtant attendre les avis des autres. C'est un président de la République de plein pouvoir. Il faut qu'il exerce son pouvoir. Un pouvoir démocratique et non dictatorial. Il faut qu'il exerce son pouvoir, sinon il cesse d'être président de la République. Pour cette question-là, il n'a pas besoin de la majorité des Congolais pour aligner les pays dans la logique de la révision ou du changement de la Constitution. Ça va de l'histoire même du combat ou de l'histoire même de son parti politique, parce que là, si on voit les combats de l'initiateur de son parti politique UDPS, qui est aussi son père biologique, il a milité pour cela, pour que le Congo appartienne aux Congolais, que les choses, les richesses du Congo puissent bénéficier aux Congolais. Beaucoup de dispositions dans cette constitution-là, parce qu'on n'a pas de temps. On va y revenir. Voilà. Je vous promets, maître, la semaine prochaine, ça c'était une émission justement pour introduire. La semaine prochaine, moi, je vais vous donner le temps. Voilà. Parce qu'il y a des questions de nous revenir ici avec beaucoup de précision. Ces dispositions, on va les citer. Vous avez vu vous-même ici. Ici, on a organisé les élections pour les conseillers communaux. Ils travaillent où? On a prévu ça dans la Constitution. Les élections locales, on les a organisées où? Quand on voit la situation de ce qu'on a appelé démembrement des provinces, la Constitution a prévu 25 provinces et la ville de Kinshasa. Alors, il faut démembrer. On a démembré. Et vous voyez maintenant la situation des provinces démembrées. Alors, tout ça, on nous a imposé une vision politique d'autres pays. Parce que la Constitution, comme je dis là, a été une forme de Constitution octroyée. L'élaboration a été secrète et fermée. Maître, c'est votre conclusion. Concluez aussi. Donc, on ne peut pas continuer. Si le président Félix Tshisekedi ne le fait pas, celui qui viendra après lui ne le fera pas non plus. Qu'il le fasse. Comme Dieu lui a donné cette intelligence et ce courage-là, qu'il le fasse. Qu'il nous laisse avec une constitution propre à nous. Mais qui ne s'éternise pas au pouvoir. Je sais qu'il n'a pas cette idée-là. Donc on ne peut pas lui attribuer une idée qu'il n'a pas. Mais ce qui est bon pour lui, c'est qu'il a l'idée géniale, excellente, l'idée excellente du millénaire, de doter la RDC d'aujourd'hui de sa propre constitution. Maître Trésor Likonza, je rappelle que vous êtes juriste, mais aussi écrivain, auteur de plusieurs livres. On a à plusieurs reprises abordé vos livres ici d'ailleurs. Ça nous reste quelques parties de l'un de votre dernier livre et qu'on va droit congolais de la régulation des médias. Régulation des médias, qu'on a abordé 4 parties. Les 3 parties, si c'est 4 qui nous restent, on va programmer des émissions. Et d'ailleurs, dans les livres, les exploits en droit judiciaire congolais, publié en 2022, il y a tout un chapitre sur la demande de la révision constitutionnelle, surtout pour le dossier Boukangalonde, qu'ils vous souviennent. Vous allez nous amener ça pour l'émission. On est bloqué à cause de la Constitution. Vous allez nous amener ça pour l'émission de la semaine prochaine. Là, on aura vraiment le temps, 1 heure de temps, où on va aborder avec beaucoup de précision à ces questions. Pour le moment, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci surtout pour vos argumentaires avec beaucoup de précision en cette les états généraux de la justice, mais aussi ce débat concernant la révision ou les changements de la Constitution de la République. Quand je suis devant vous, vraiment. C'est comme si j'étais dans une salle de classe où le professeur est en train d'enseigner et moi j'apprends. C'est très bien. Nous apprenons jusque-là. Ok. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Après nous, à France, Kouzikissa va revenir ici pour la libre opinion parce que on a volé un peu quelques-unes de ces minutes pour vous permettre de suivre cette bonne manière de parler et Maître Trésor. On va se retrouver le lundi prochain pour le premier numéro de la semaine de cette émission. Si tout va bien, ça sera peut-être avec lui-même, Maître Trésor. Que vive la République, vive la RDC, restez toujours fidèles. Bien, merci.